Quand on parle de cloud, on parle beaucoup des miracles de l'élasticité, du serverless, de sécurité et de reprise d'activité, mais assez peu de la facture. Quand nous avions un serveur dédié dans un data center, la difficulté était de s'adapter aux limites techniques de l'environnement. La simplicité, elle était dans le calcul du coût d'hébergement. Aujourd'hui, les choses se sont complètement inversées. Mais alors, comment optimiser la facture de cloud? Faut-il un portefeuille élastique? Et surtout, est-ce que ce n'était pas mieux avant? Pour répondre à ces questions de gros sous, je ne reçois pas Jerry Maguire, mais il peut nous montrer l'argent. Antoine Bourgeon. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors oui, bien sûr, moi je m'appelle Antoine Lagier. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que j'ai rejoint ce monde magnifique du monde professionnel. Voilà, j'ai fait beaucoup d'infra avant, au début, des projets, comme on dit aujourd'hui, on-prem, de la supervision, des choses comme ça. J'ai mis pas mal les mains dans le cambouis, et là, ça fait une dizaine d'années que je fais plutôt du cloud. Et puis ces dernières années, principalement du cloud public, avec nos amis américains, même si on commence à se diversifier. Et puis effectivement, la question du coût est arrivée il y a quelques temps, et je suis pas mal investi sur ce sujet à différents titres. Top pour cette présentation. Donc du coup, tu travailles aujourd'hui dans le cloud et tu es sur cette notion particulière du FinOps qu'on voit apparaître de plus en plus. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ce qu'est le FinOps ou la FinOps? Oui, alors le genre n'est pas déterminé, moi je dirais plutôt masculin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'acronyme de financial en anglais, et opération, un peu sur le même modèle que le DevOps qu'on avait forgé à la fin des années 2000. On aime bien dans l'IT un peu fabriquer des mots et puis surfer sur des termes un jargon un peu bizarre, hein. Mais l'idée, même si tout le monde ne l'appelle pas comme ça, c'est de répondre à ce challenge qui est amené par le cloud et puis aussi par les méthodes de dev et puis de delivery des applications avec le DevOps. Et voilà, de répondre à ce challenge qui est le suivi des coûts chez un cloud fournisseur qui très souvent, tous les coûts sont à l'usage, c'est-à-dire qu'on ne paye que ce qu'on consomme. Et ce qui tend effectivement à faire complètement exploser les factures, mais est-ce que quand on passe d'un hébergement classique bare metal, comme on disait à l'époque, à de l'hébergement cloud, quelle est la proportion en général d'augmentation de la facture? Alors ça, c'est hyper compliqué de savoir ça, parce que souvent on aura tendance à avoir des gens ou des clients, moi c'est souvent mon cas, qui vont me dire combien ça va me coûter dans le cloud, ça va être difficile, ça va me coûter moins cher ou plus cher, et souvent une des raisons pour lesquelles on y va, c'est souvent sur la raison du coût, ce qui peut souvent amener des déceptions. D'ailleurs, on pourra en reparler, mais avant de savoir si ça coûte plus cher ou moins cher, effectivement c'est bien de savoir ce que ça coûte avant, et ça, quand je pose la question, généralement on me répond je sais pas trop, c'est pas forcément évident parce que on n'a jamais pris le temps de faire l'exercice, et puis il y a plein de types de coûts différents, hein, sur des infras privés. On va avoir des serveurs, du stockage, tout ça va être partagé, virtualisé, redécoupé en petits morceaux, puis ensuite chacun va s'en servir un peu comme il veut. Donc c'est souvent assez difficile de savoir combien ça coûte. En plus, on peut rajouter des coûts de licence derrière, des coûts de maintenance, éventuellement des coûts de people, mais là on commence à ratisser large. Donc la réponse n'est pas évidente, et ça dépend beaucoup d'où l'on part, de savoir si ça peut coûter plus cher ou moins cher d'aller dans le cloud. Est-ce que du coup, quand on passe comme ça sur le cloud, est-ce que ça implique de revoir un peu le fonctionnement de son applicatif, parce que du coup, comme justement on est sur une facture à l'usage et non plus sur une location de matériel, on va dire,
Est-ce que du coup, on doit revoir un peu la façon dont nos applications sont structurées, ou au contraire, ça ouvre des portes en termes de conception? Alors, ça ouvre des portes en termes de conception, et oui, il faut revoir la manière dont tout ça est conçu. Auparavant, il y a toujours l'opposition avec l'ancien monde et le nouveau monde. Dans le monde on-prem et puis le monde du paiement à l'usage. Avant, c'était très statique. On avait beaucoup d'inertie dans les coûts, dans le matériel qui était disponible, parce qu'il fallait prendre des process d'achat assez longs, il fallait établir une liste de matériel, l'acheter, la raquer, le provisionner. On était parti sur des années à amortir tout ça et à se servir de tout ça. Après, que le développeur ou le owner de l'application arrête ou démarre des machines virtuelles, ça n'avait pas d'impact pour la société en termes de coûts. De toute façon, le matériel était là, il était payé et il était en cours d'amortisation. Donc, en termes de design, on n'avait pas trop d'intérêt à jouer ou à changer des choses pour ce côté volatile, chose qui a complètement disparu avec le paiement à l'usage. Effectivement, dans le paiement à l'usage, si on veut être sûr de se planter, c'est de rien changer par rapport à ce qu'on faisait comme avant. Souvent l'exemple récurrent, c'est de prendre des applis avec pas mal de saisonnalité. Alors, par exemple, ça va être les exemples extrêmes, c'est souvent le Tour de France, qui est le site le plus visité peut-être du monde 3 semaines dans l'année seulement, ou les plateformes SMS des fournisseurs, des opérateurs téléphoniques. À l'époque, on s'échangeait beaucoup de SMS qui explosent le 31 décembre. Donc auparavant, il y avait peu de questions à se poser, il fallait taguer une infra qui puisse supporter les pics pour pouvoir répondre à la demande. Et donc si ce genre d'infra, on la porte telle quelle, sans rien changer, on la met dans une plateforme avec un paiement à l'usage, eh ben on va payer beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, et ça va potentiellement et sans doute tuer le business case et faire monter la facture bien trop. Donc effectivement, il y a des choses à changer en termes d'architecture. On va beaucoup parler d'élasticité, d'auto-scaling, d'arrêter ses ressources. Voilà, il faut un peu plus une démarche vertueuse et réfléchir un peu plus à son usage si on veut que le business case dans le cloud et puis en tirer tous les bénéfices soit réalisable et possible. Donc il y a un coût humain, il y a un coût projet du coup au passage dans le cloud. Est-ce que ça on l'inclut dans cette notion de FinOps? Alors FinOps, le cadre du FinOps aujourd'hui, il est assez ferme, il n'est pas soumis à la discussion. C'est la facture du cloudeur fin de mois, c'est savoir pourquoi on paye tant, d'où ça vient, quels services, quelles équipes, quelle application, enfin de répondre tout un tas de questions qui est utile pour l'organisation. Pour l'instant, les coûts qui sont connexes, le coût de people par exemple, il en fait pas partie. Alors il y a d'autres frameworks, d'autres sujets, d'autres méthodos qui couvrent les coûts de l'IT dans son entièreté, et puis FinOps peut amener des inputs pour ces frameworks, pour ces études, parce qu'on a une vision assez précise de ce qui se passe chez le fournisseur, mais effectivement, ça inclut pas tout. Ça va inclure principalement les ressources louées auprès du fournisseur, éventuellement le support qu'on achète auprès du fournisseur, et des coûts de licence, des coûts de marketplace qu'on va trouver, des coûts un petit peu connexes. Donc effectivement, coût people, ça n'en fait pas partie. Les coûts de projet, quand on parle de ces migrations là pour passer dans le cloud public, c'est effectivement un coût à analyser, mais on va dire que c'est pas l'état de l'art du FinOps, on va dire que c'est pas le cœur du sujet de FinOps qui concerne vraiment le paiement à l'usage du fournisseur. J'imagine que c'est peut-être parce que ces projets-là, c'est du one shot, c'est un coût d'install au final, donc c'est pas quelque chose que tu retrouves au quotidien, ou s'il y a quand même un impact. Non, il y a quand même un gros effort à faire lors de la migration. Alors gros effort, c'est à mettre entre guillemets, parce que moi je vois pas mal de clients qui décident de faire ça un peu à minima, c'est-à-dire de pas changer grand-chose ou de prendre juste les quelques optimisations faciles à mettre en œuvre. Parce que si on parle de faire ce qu'on appelle le re-architecturing, c'est-à-dire tout revoir du sol au plafond, éventuellement passer dans une architecture hyper cloud native, serverless, des conteneurs, des fonctions as a service. Donc là, c'est hyper lourd en termes de design et de re-architecturing. Donc, souvent, le coût du projet, justement, il est hyper élevé. Donc j'ai beaucoup de clients qui le font pas, ou en tout cas pas pour toutes les applis, et qui va se limiter en termes de design sur ce nouveau paradigme, juste peut-être pour des nouvelles applis, ou des applis qui vraiment arrivent en fin de vie et qu'il faut de toute façon revoir parce que elles tiennent plus le coup et puis qu'elles sont très obsolètes. Est-ce que en 2022, est-ce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas passés au cloud
et qui devraient y passer. Tu vois, au final, c'est pas quelque chose qui est déjà suffisamment présent partout et que les gens qui n'y sont pas aujourd'hui, c'est pour des raisons stratégiques, évidentes et qui du coup n'y passeront jamais. Oh, ça, y a plein de gens qui sont pas encore passés dans le cloud public, hein, si on parle de celui-là. Après, ça va dépendre beaucoup du profil de l'entreprise. Effectivement, les petites boîtes, les startups, les entreprises cloud natives, effectivement, elles ont démarré, elles évoluent dans le cloud, et elles risquent pas de revenir pour acheter des mètres carrés, raquer des serveurs et tout recommencer en faisant du on-prem. La question, elle se pose plus pour des grosses sociétés. Mais le débat évolue malgré tout, hein, parce que moi, je baigne là-dedans depuis début des années 2010, 2013, quelque chose comme ça. À l'époque, c'était Prism, c'était Snowden, et on parlait énormément de cloud privé. Déjà, pour débuter, on parlait énormément d'OpenStack. Et moi, depuis 5-7 ans, on parle de nouveau beaucoup de cloud public. Et les entreprises ont plutôt tendance à migrer aujourd'hui ou à avoir une stratégie pour migrer dans le cloud public plutôt que l'inverse. Donc, on est plus sur une étape où comment on y va, sous quelles conditions, qu'est-ce qui ne doit pas y aller éventuellement, si on pose la question à l'envers, plutôt que sur une question qui est est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est pas dangereux, etc. Donc les premières craintes, on les a un petit peu dépassées. Aujourd'hui, on est plutôt sur une problématique d'usage, d'adoption, et la partie financière, c'est le numéro 1 des priorités depuis 5 ans, quand tous les sondages, toutes les études le montrent, hein, les préoccupations des DSI qui passent dans le cloud, c'est avec la sécurité, toujours la partie efficience financière. Ouais. Est-ce que du coup le cloud privé, c'est pas justement là où la facture devient la plus élevée, parce que du coup ça nécessite quand même un environnement extrêmement lourd entre guillemets pour passer sur le cloud privé, non? Alors cloud privé, c'est un peu je souris parce qu'à chaque fois ça prête un peu au débat, le cloud privé, est-ce qu'il existe vraiment, est-ce que c'est pas certains disent un peu comme le Yeti, hein, tout le monde en parle mais personne n'a jamais vu. Parce que là, on faudrait s'appliquer un peu à la taxonomie du cloud et de savoir c'est quoi un cloud et est-ce qu'on peut avoir un cloud privé. Alors, si vous avez un cloud privé qui répond à toutes les caractéristiques qu'on attribue généralement au cloud public, comme le paiement à l'usage, l'élasticité quasi infinie, le fait de pouvoir l'utiliser par API, de pouvoir le programmer, effectivement, vu qu'on a tous ces attributs, on va pouvoir faire de la gestion financière et ça peut peut-être coûter cher effectivement de monter un cloud privé parce que on se retrouve dans les schémas précédents qui est de raquer son matériel, avoir déjà des mètres carrés à soi ou de les louer et puis ensuite de le maintenir, ce qui peut ne pas être évident. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de clients, moi je suis plutôt je travaille plutôt avec des grands comptes, hein. Alors quand ils parlent de cloud privé, généralement c'est toujours quelques clusters VMware qui ont été rebrandés cloud privé au sein de la DSI. C'est plus rarement des stacks vraiment type OpenStack ou des choses comme ça qui ont vraiment les caractéristiques et les attributs du cloud public. Okay. Mais bien utilisé, pour moi, ça fait pas de doute que bien utiliser le cloud public peut être économiquement intéressant. Parce qu'il permet de décharger auprès du fournisseur pas mal d'activités qui étaient auparavant à la charge de l'entreprise. Toute la tuyauterie, hein, brancher des câbles, choisir du matériel, patcher, le firmware, les OS, etc. Ça, on peut infogérer tout ça, toute partie auprès du fournisseur. Et du coup, ça permet de libérer de la bande passante pour faire autre chose, pour développer, créer des choses, des applis, maintenir, nouveaux usages, etc. Donc, ça peut être bénéfique en termes de pivot. Et c'est ce levier que souvent utilisent les DSI quand on entend le discours DSI business partner et plus centre de coût, hein, c'est-à-dire un peu d'innovation et apporter de la valeur. Le levier derrière, souvent, c'est le cloud pour se concentrer de nouveau sur des sujets importants pour les clients de la DSI qui sont les métiers. Donc, ce que tu dis au final, c'est que le cloud a tendance un petit peu à réduire la facture parce qu'en fait, ça te permet de réduire une partie des équipes Ops pour te concentrer du coup sur ton métier avec une équipe dev ou product qui est plus étoffée. Oui, alors je pense que ça va faire grincer certains des auditeurs quand ils vont entendre que le cloud ça coûte moins cher. Alors sous condition, oui, je pense que ça peut coûter moins cher.
il n'y a pas de souci. Après, en termes de ressources, où tu parlais de réduire le nombre d'ops, etc. Effectivement, en termes de profil dans l'entreprise, il peut y avoir un changement. Ça veut pas dire on va mettre des gens au chômage, hein, pour le dire très clairement, mais ça veut dire effectivement qu'il peut y avoir un pivot à effectuer. Il va falloir faire de l'adaptation au changement, et certaines expertises seront moins demandées et de nouvelles expertises seront absolument nécessaires, des architectes cloud, des DevOps, des ingés et par exemple des gens qui font du FinOps aussi. Et donc justement, t'as lâché le mot du DevOps. Comment est-ce que le FinOps et le DevOps vivent ensemble? Alors ils vivent très bien ensemble, hein, c'est pas l'un ou l'autre. Ils vivent très bien ensemble, ils doivent vivre ensemble parce que la partie organisationnelle dans lequel se cache DevOps, l'agilité, etc., des équipes intégrées, le you run it, you build it, hein, tous ces mantras qu'on entend un peu de partout. Pour le réaliser, il faut du cloud et un accès programmatique à des ressources informatiques, hein, qu'on puisse traiter les ressources informatiques comme du code. Et à contrario, si on fait ça, il faut pouvoir gérer les coûts. Donc en fait, les deux vont très bien ensemble. C'est juste que l'idée, c'est que le coût, hein, tout ce qui est métrique de coût, comment et combien je dépense dans le fournisseur pour rendre mon service, il faut que ça devienne une préoccupation de tout un chacun dans les organisations, dans les DSI, au même titre que la cybersécurité, la performance, la résilience. On peut plus ne plus le gérer parce que chaque ingénieur qui fait des choses dans un cloud provider tous les jours, à partir du moment où il a des credentials sur le fournisseur, c'est comme s'il avait la carte bleue de l'entreprise avec lui. Donc il joue avec les fonds de la société tous les jours. Donc s'il n'y a pas quelque part cette culture du coup et de savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, et puis d'en prendre soin, tout ça va exploser. Donc les équipes DevOps doivent prendre le coût comme un critère, comme un autre, et en prendre compte. Alors après, il n'y a pas que eux dans la boucle, hein, il y a d'autres parties prenantes, mais c'est hyper important que le DevOps prenne le coût comme un critère d'efficience et de bonne hygiène de l'IT. Ouais. Et alors du coup, justement, sur cette partie-là, est-ce que... Alors, attends, j'essaie de retrouver ma question en même temps que j'essaie de la prononcer, mais j'y arrive pas. C'était sur... Attends, tu me parlais du coup des coûts. Oui, ma question c'était... au final, FinOps, on inclut dedans que la partie facture des providers. Parce qu'en fait, sur la partie humaine, c'est là où c'est le plus dur de, entre guillemets, gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu peux pas réduire les salaires, tu peux pas mettre les gens à la porte comme ça du jour au lendemain. On a même plutôt tendance à recruter de plus en plus que l'inverse. Et au final, la facture des providers, c'est là où tu peux plus facilement gagner de l'argent. Parce qu'entre guillemets, c'est juste un prestataire. Et donc, tu peux aller chercher de l'optimisation de coûts, genre de choses. Est-ce que c'est pour ça que le FinOps, du coup, n'inclut que cette partie-là? Alors, tu pourrais le dire comme ça. Effectivement, quand on part dans une stratégie cloud, dans une vision holistique, effectivement, il faut prendre tous les coûts impactés de licence, de RH, d'expertise, d'outsourcing, etc., et du cloud compris. Mais vraiment, pourquoi le FinOps il s'applique à la facture et à tes coûts dans le cloud provider, c'est parce que c'est ce gros changement qui a été induit par le paiement à l'usage, par le DevOps, par l'automatisation, qui fait que tes coûts sont extrêmement variables. Et que si tu les pilotes à la même fréquence que tu pilotais tes coûts auparavant, c'est-à-dire typiquement peut-être au mois, tous les 6 mois, à l'année, bah tu vas tu vas rencontrer de grands problèmes de dérive. Donc ça a besoin d'être finement managé. Tu payes tes ressources à la minute, à la seconde. Et ben t'as besoin de surveiller un peu tous les jours si t'as pas fait n'importe quoi dans tes coûts. Et le modèle de coût, en particulier des leaders du marché, hein, des hyperscalers américains, t'as tellement de services, tellement d'inducteurs de coûts et un modèle de coût qui peut paraître tellement compliqué à contrôler, à maîtriser, que ça demande d'y passer du temps pour le comprendre, l'anticiper et ensuite pouvoir agir dessus. Donc c'est vraiment une discipline. Ouais, alors on va pas dire une discipline, mais ce sont des tâches chacun doit se les approprier, mais ça devient vraiment indispensable. C'est vraiment quelque chose. Voilà, faut que ce soit piloté. On peut plus se permettre de regarder ça, ne serait-ce qu'à la fin du mois, parce qu'il peut se passer trop de choses en quelques jours. Moi, j'ai déjà vu des exemples de clients. Voilà, si t'as pas un dashboard, de la donnée fraîche, et si t'as pas un minimum de surveillance, tu peux facilement péter le plafond des coûts. Et une fois que c'est brûlé, le gaz est brûlé, tu peux pas le récupérer. Ouais.
Tu disais justement tout à l'heure que avec les credentials qui sont à dispo des devs, c'est un peu comme s'ils avaient la carte bleue de la boîte à dispo. Est-ce que ça veut dire que dans le cadre du FinOps, il faut que tu mettes en place un ensemble de règles et comment dire, le seul mot qui me vient en tête, c'est awareness, mais d'éducation, on va dire, des équipes de développement, de l'acculturation, exactement. Exactement. Pour les équipes de dev, pour qu'ils sachent comment, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent ne pas faire avec. Exactement. Alors, ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, à la limite, un principe clé de la partie FinOps et du paiement à l'usage et de l'usage des cloud fournisseurs, c'est la responsabilité. Donc, en anglais, on verra souvent ownership. C'est hyper important pour voilà, que les coûts, qu'on n'ait pas de dérive financière à la fin du mois, que la responsabilité des coûts induits dans le fournisseur soit au plus près des gens qui les ont provoqués. Donc typiquement auprès des ingé DevOps, des services team, des équipes produits, peu importe comment vous les appelez. Il faut qu'ils soient redevables de leurs actions, au même titre qu'ils sont redevables de fournir un service. Le coût qui correspond au service, c'est aussi de leur responsabilité. Donc ça, c'est hyper important. Après, en termes de droit ou pas droit, dire s'ils estiment et s'ils font des arbitrages avec qui de droit pour faire des évolutions d'appli qui coûtent plus ou moins cher, bah qu'ils le fassent. Mais par contre, il faut juste avoir cette conscience-là du coût que ça induit. Et donc il y a un gros sujet de culture sur pousser justement cette responsabilité aux confins de l'entreprise, et aussi faire en sorte que ce soit aussi le problème des équipes finance, et aussi, pourquoi pas, le problème, ou en tout cas la préoccupation des équipes métiers, par exemple des PO, représentées par les PO, parce que c'est souvent un billard à trois bandes. Le FinOps, on le présente souvent autour de ces trois parties prenantes, et vu qu'in fine, le FinOps, c'est faire des compromis, faire des décisions, éclairer des décisions par des chiffres plutôt que par des opinions. Donc par exemple, l'impact sur la facture, la finance et le métier peuvent très bien avoir leur mot à dire dans cette fabrique de ce consensus. Oui, parce que du coup, l'idée de la FinOps, c'est pas uniquement un truc qui est géré par le CEO et le CTO. C'est une démarche globale pour tout le monde au sein de l'entreprise. Enfin, pour tous effectivement, c'est très global. Parce que les premiers impactés, alors généralement les plus heureux de tout ça, c'est les DevOps, parce que c'est vrai que c'est toujours on ressent ça, c'est toujours plus sympa de bosser dans le cloud parce que c'est plus innovant, il y a plus de services. Voilà, c'est comme les Lego, on a vraiment plein de briques à notre disposition pour construire de beaux châteaux forts et faire plein de trucs sympas. Donc intellectuellement, c'est hyper satisfaisant de travailler chez les gros fournisseurs parce qu'on a vraiment beaucoup de matière à découvrir avec laquelle travailler. Mais par contre, pour la finance, typiquement, pour ne parler que d'eux, c'est vite devenu un cauchemar, parce que déjà au début, il y avait une incompréhension totale au niveau du coût, parce que moi j'ai fait dans certaines grands comptes l'ouverture du premier compte chez un cloud public, où voilà, on se retrouve avec des discussions un peu lunaires avec la finance, en leur disant voilà, on a besoin d'ouvrir un compte chez un tel, on aurait besoin d'une ligne budgétaire ou d'une carte bleue même carrément, puisque souvent on demande une carte bleue comme unique moyen de paiement. Et alors là, la finance ouvre des grands yeux, parce que pour eux, c'est pas possible déjà comme ça. Et puis ils demandent une somme, ils demandent une commande pour l'année. Combien ça va vous coûter? Parce que ils ont une case à remplir après dans leur outil en bas à droite. Il y a une case qui dit c'est quoi le montant de la commande auprès de ces fournisseurs pour tel exercice comptable. Et nous côté IT, on sait pas. On ne sait pas, ça va dépendre de l'usage. Donc c'est un peu, on a eu parfois des discussions lunaires. Je pense qu'on en est sorti. Maintenant, on arrive à faire des choses. Mais c'est pour la finance, c'est vraiment un impact hyper important en termes de suivi, de budget et aussi de passage d'achat, parce que le cloud offre, on dit que c'est souvent le paiement à l'usage, le roi du paiement à l'usage, mais il y a plein de manières de ne pas faire de paiement à l'usage, en particulier quand on fait du IaaS, quand on fait des instances, on peut s'engager auprès du fournisseur, un peu comme on s'engageait auparavant dans le monde on-premise, en achetant du matériel et en l'amortissant sur 3 ans. Donc on peut faire des choses similaires dans le cloud. Et là encore, il faut revoir la finance pour travailler les process et voir avec eux comment faire rentrer ça dans les systèmes comptables de l'entreprise. Donc effectivement, ça, c'est les 2 premiers impactés par cette gestion financière. Et idéalement, ça c'est toujours la cible, c'est aussi de refaire rentrer le métier dans la boucle pour le faire parler, lui demander son avis et qu'il donne son avis sur certains arbitrages. Par exemple, on pourrait avoir
ma facture cloud augmente de 10% d'un mois à l'autre. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On s'en fout, c'est qu'un chiffre. Mais l'idée, c'est de confronter ce qu'on dépense dans le cloud avec la valeur que ça apporte. Donc, par exemple, Airbnb avait sorti fin d'année dernière un papier assez intéressant sur sa stratégie FinOps sur Medium, et il parlait de ces fameuses unit economics. Donc, traduction française, à part unité économique, pour l'instant je vois pas trop, mais l'idée c'est vraiment de confronter le chiffre brut de ta facturation et de ta consommation chez le cloud fournisseur avec une valeur métier qui correspond à l'industrie dans laquelle tu évolues. Donc Airbnb, ils avaient choisi la nuitée de manière assez logique et assez intuitive. Donc ils pouvaient dire, voilà, moi par nuitée que je vends, ça me coûte tant de faire tourner tout ce dont j'ai besoin sur mon cloud provider. Et ensuite, une fois que tu as ces deux métriques, tu peux faire des arbitrages du genre, voilà, on a une proposition d'amélioration, ça va faire plus 10% sur la facture du cloud provider, mais par contre, on pense que ça peut ramener plus 20% de business. Et ça, voilà, c'est typiquement le genre de compromis que FinOps peut aider à faire et dans lequel le métier a son mot à dire. Donc ça, c'est vraiment, voilà, la fondation FinOps, ils appellent ça le nirvana du FinOps, c'est vraiment la métrique ultime où tu arrives à t'extirper du chiffre brut en dollars ou en euros et à la faire parler pour l'entreprise en termes de vraiment de valeur produite. Oui, j'aurais même envie de dire que c'est indispensable parce qu'une facture d'hébergement en tant que telle, que tu dépenses 10 000 $ chez Google ou $1 million chez Google chaque année, en soi, ça veut rien dire. Ça dépend de ce que tu fais. Que, si tu dépenses $1 million mais que tu produis que 500 000 $ de richesse par an, il y a un problème. Et si tu fais 10 000 $ mais que tu fais 10 milliards de chiffre d'affaires derrière, donc est-ce qu'il n'y a pas une obligation dans cette démarche FinOps de toujours avoir un matrix, que ce soit un coût d'acquisition, un chiffre d'affaires ou quelque chose à mettre en face pour pas rationaliser, mais pour donner du contexte, on va dire, à cette somme de factures? Tout à fait, tu as dit le mot. La partie contexte, c'est hyper important. Souvent, quand je vois des clients qui se lancent dans une démarche, je leur dis qu'au début, FinOps, c'est beaucoup de données. Parce que les principaux fournisseurs de cloud te fournissent énormément de données de facturation hyper granulaires, très précises, avec beaucoup de chiffres, etc. Donc, il faut avoir un peu de connaissances et un peu d'expertise dans le traitement de données. Quand je dis de la donnée, c'est pas un tableau Excel, parce que ça va être 500 lignes fois des millions des millions de lignes fois 500 colonnes. Donc, c'est des choses très rapidement qui deviennent illisibles pour l'humain. Il faut passer par une machine quelconque. Et donc, tu te retrouves avec beaucoup de chiffres et effectivement, il faut contextualiser ces chiffres d'une manière ou d'une autre. On peut le faire avec, comme j'ai dit, rapporter ça à un chiffre d'affaires ou à une valeur métier. Mais voilà, tu peux très bien le contextualiser par rapport à une autre plage dans le temps, par exemple. Enfin, l'idée, c'est que dès qu'on te donne un chiffre, faut en demander généralement un deuxième avec lequel tu puisses comparer, parce que c'est là où tu vas faire avoir le plus d'enseignements. Donc, ta consommation du mois de mars 2022, en soi, elle veut rien dire. Si tu la compares avec ta consommation de mars 2021, là, tu peux peut-être tirer plus d'enseignements déjà. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Et en même temps, est-ce que mon business il a évolué dans les mêmes proportions? Est-ce que je m'améliore ou est-ce qu'à contrario je me détériore en termes d'efficience? Donc effectivement, il y a toujours une partie contextualisation à apporter et c'est un des piliers d'ailleurs de contextualiser la donnée et de la rendre disponible. C'est un des grands piliers. Tout à l'heure, j'ai parlé de responsabilité et cette partie métrique, tableau de bord, c'est aussi un des grands piliers de FinOps. Il faut rendre les coûts visibles parce que pour l'instant, ils sont toujours un peu cachés. C'est toujours un peu compliqué. Alors, avant d'aller creuser un peu les best practices pour réduire cette facture, pour continuer à se donner un petit peu de contexte autour de tout ce qui est FinOps, avec ce monde du cloud, il y a quand même une impression que les ressources sont illimitées, qu'en fait, qu'on peut vraiment accumuler les serveurs les uns après les autres, le stockage, la puissance, tout ce qu'on veut. On est quand même dans une époque qui nécessite une certaine éco-responsabilité, et donc on peut pas juste accumuler les ressources sans fin. Comment est-ce que du coup ce monde du cloud et ce prérequis d'éco-conception, ça peut s'intégrer avec les FinOps? Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, au début, ça coule peut-être pas forcément de source. Enfin, c'est pas évident de rapprocher la soutenabilité environnementale dans le monde du numérique
et la gestion financière. On peut se poser des questions, pourquoi rapprocher les deux. La gestion soutenable de l'IT, elle est pas nouvelle. Hein. Il y a 20 ans, quand j'ai débuté, on parlait beaucoup de Green IT. Enfin, j'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup dans les années 2000, qu'il y a eu une sorte de baisse dans les années 2010, et puis là que ça revient énormément. Il est grand temps, parce qu'il y a urgence, on va en parler, et que ça revient en force. Et les deux n'étaient pas forcément liés à la partie financière. Financière, soutenabilité, les deux n'étaient pas forcément liés. Avec le cloud public, c'est un peu différent. Même si ça fait beaucoup causer, aujourd'hui il y a des débats d'experts autour de ce sujet, mais on sait que l'IT, on n'est pas du tout vertueux, l'industrie du numérique dans son ensemble, je parle pas seulement du cloud ou des data centers, mais le numérique dans son ensemble, on faut pas compter sur nous pour l'instant pour être neutre en carbone en 2050 avec les trends et les tendances qu'on a actuellement, c'est on fonce droit dans le mur. Tu peux regarder la consommation électrique, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, enfin tout est au rouge, tout augmente drastiquement, et entre 2015 et 2025, il y a plein de chiffres qui traînent sur Internet, mais on va doubler ou plus chacun de ces consommations. Donc on n'est pas du tout vertueux, donc on se doit d'agir, on a aussi notre responsabilité dans ces engagements, et on peut partir du principe, il y a plusieurs choses qui laissent penser que le cloud public peut être vertueux là-dedans. C'est déjà les fournisseurs de cloud public, de par leur expertise, l'échelle qu'ils ont, sont plus efficients et efficaces en termes énergétiques que les data centers privés. C'est vrai, alors dans toutes il y a certaines métriques pour mesurer tout ça. On parle souvent du PUE pour la puissance électrique, mais il y en a des nouveaux autour de l'usage de l'eau aussi, parce que c'est un gros sujet, l'usage de l'eau dans les data centers, et l'intensité carbone aussi pour faire fonctionner un data center. Donc ces métriques qu'on trace depuis longtemps, on voit très bien et pertinemment que chez les hyperscalers, et pas que, même chez des acteurs français, Scaleway, OVH sont très bons là-dessus. Voilà, ils ont les leviers pour être performants en termes d'efficience énergétique. Donc ça peut être dans le refroidissement des data centers, ce genre de choses. Scaleway est plutôt innovant là-dessus. Ça peut être dans le matériel, la fabrication de matériel moins énergivore. Ça, par exemple, Amazon passe son temps à communiquer dessus avec ses processeurs ARM. Donc, les fournisseurs de cloud public, ils ont la voilure pour proposer des choses intéressantes. Et ensuite, couper ça à la gestion financière, où basiquement, la vertu de la gestion financière, c'est d'utiliser le moins possible de ressources, parce que ça fait baisser la facture, donc de déployer au plus près de l'usage. Et on peut faire la correspondance sous certaines conditions que un cloud économique, c'est aussi un cloud écologique. Alors sous certaines conditions, on peut lister les conditions parce qu'il faut un peu de rigueur, mais voilà, on a un côté un peu d'économie, s'il fallait mixer les deux mots entre économie et écologie. Il y a une certaine synergie qui est bonne à prendre, on va pas cracher dessus, les bonnes nouvelles sont pas fréquentes sur ce front-là, donc voilà, si vous faites attention à votre facture, vous arrêtez des ressources parce que vous en servez pas, c'est aussi bon pour l'environnement, et ce pour tout un tas de raisons. Par contre, encore faut-il le faire et avoir un petit peu de rigueur et de bonnes pratiques autour de tout ça. Est-ce que justement avec l'arrivée de tous ces systèmes d'éco-conception, d'éco-responsabilité, mais qu'on pourrait aussi rajouter à ça le contexte géopolitique actuel avec la Russie et la Chine qui tendent un peu à on va dire à se détacher de l'Occident ou à se couper de l'Occident, et qui sont quand même des pays qui contiennent beaucoup de mines, de minerais et de minerais rares qui servent à la conception des processeurs, des cartes mères, des différents alliages qui sont utilisés dans les appareils aujourd'hui. Est-ce que ce contexte-là, géopolitique et écologique, font que cette notion de capacité illimitée qu'on aurait avec le cloud va pas petit à petit en fait disparaître et ou tendre à une augmentation de la facture, parce qu'en fait les ressources vont devenir de plus en plus difficiles à obtenir, et donc forcément ça va driver le prix vers le haut, quoi. Alors c'est un vaste sujet. Effectivement, il y a une notion d'élasticité infinie dans le cloud qui est qu'une illusion, parce que tout est fini. L'infini n'est pas possible, mais on a souvent l'impression qu'on peut y aller à loisir,
à foison et qu'on sera sky is the limit, quoi. Donc ça, par exemple, c'est vrai que c'est un des comportements qui est pas vertueux et sur lequel il faut se garder. Et il faut voilà être un peu sobre, même dans notre usage du cloud, et même si on a l'impression que c'est pas cher et qu'on peut le remplir de données et de compute, et qu'il n'y a pas de limite. Sur la partie plutôt hardware, du coup, sur les minerais, la fabrication, etc. Alors, il y a tout un tas de discussions aujourd'hui qui étaient déjà là avant le contexte qu'on connaît en Ukraine, hein, autour de la souveraineté, par exemple, le fait de fabriquer, d'avoir du matériel qui provient d'ailleurs, de l'Europe, d'Asie, avec des minerais qui viennent d'Afrique, etc. Donc il y avait déjà une question sur les chaînes d'approvisionnement et sur le cycle de vie de ces machines, en sachant que en termes d'impact, hein, quand on fait une analyse de cycle de vie complète, dans le numérique en général, l'impact sur l'environnement, il a plutôt lieu dans les étapes de fabrication et après l'usage, hein, de post-usage, de recyclage ou même de déchets. Finalement, et en particulier sur tous les périphériques des utilisateurs, hein, téléphone, PC, etc. C'est peut-être moins vrai un petit peu en data center où on rentabilise un peu plus les équipements qui sont souvent allumés 24/7. Donc il y a un gros sujet ici. Alors moi je suis pas spécialiste de géopolitique, hein, alors je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire. Tout ça c'est très compliqué. On pourrait en parler des heures autour de la souveraineté sur ce matériel et puis de faire durer les matériaux, de les recycler. Est-ce que les cloud fournisseurs sont vertueux de ce côté-là? C'est peut-être un côté qu'il faut surveiller. Effectivement, j'ai dit, Amazon propose des nouveaux processeurs qui sont hyper efficients énergétiquement. Par contre, c'est toujours un nouveau processeur. Donc, ça veut toujours dire chaque année, ils vont se présenter avec une nouvelle génération de leur CPU et ils vont inciter leurs clients à changer de matériel. Or, on sait que pour aider à la tenue de nos engagements, il y a un volet sobriété qui est pas facile à entendre, mais qui est sans doute indispensable à réaliser. Et cette partie durée de vie des équipements, c'est un sujet dont il faut se saisir. Je suis pas sûr que les clouds publics soient des modèles sur ce sujet. Pour avoir discuté avec des fournisseurs français, ils essayent vraiment de rentabiliser au maximum, hein. Par exemple, le même matériel, quand il est neuf, il va plutôt être proposé dans des services pour les professionnels, puis au fur et à mesure qu'il est moins performant, on va le réutiliser dans d'autres services jusqu'à potentiellement utiliser le même matériel pendant 5, 7, voire 10 ans, ce qui est bénéfique, parce que voilà, plus on rallonge la durée de vie des équipements et plus c'est bénéfique pour la planète. Alors côté cloud public, on est dans une démarche, dans une débauche de nouveaux services, de nouveaux matériels, qui là peut-être il y a un point là-dessus de vigilance, mais qui est jamais évident à mesurer parce que pour l'instant en termes de comptabilité carbone fournie par les fournisseurs de cloud, quels qu'ils soient, ils sont plutôt hyper mauvais et on est très loin de pouvoir faire la même comptabilité carbone qu'on pourrait faire en comptabilité financière. Okay. Et alors du coup sur ce lien entre FinOps et du coup GreenOps, ce terme que j'ai découvert aussi en préparant cet épisode avec toi, est-ce que c'est juste le fait que quand sur le FinOps on veut du coup réduire la facture, ce qui du coup veut dire réduire la consommation et donc avoir un impact positif sur cette notion d'éco-conception et éco-responsabilité. Est-ce que c'est simplement ça le lien entre les deux? Ou alors c'est en grosse partie. Ouais. En grosse partie, c'est ça. Alors, on va voir qu'il y a des bénéfices à utiliser les clouds publics qui sont pas que de l'ordre de j'ai plein de services IT, j'ai des services managés qui me facilitent la vie, mais en termes de gains environnementaux, on a déjà parlé par exemple de l'efficience énergétique des data centers, mais il n'y a pas que ça. Hein. On a une foire d'annonces des hyperscalers autour d'électricité verte, d'investissement dans des parcs éoliens, etc., pour fournir en énergie data center. Donc il y a aussi des choses qui sont faites là-dessus. Alors c'est toujours pareil, hein, faudrait toujours mettre un astérisque et dire voilà, l'offset carbone c'est peut-être en partie du bullshit, faut voir comment c'est fait. Planter un arbre aujourd'hui pour qu'il prenne du carbone dans 15 ans, bah c'est pas pareil que de réduire son usage. Enfin, on pourrait discuter à loisir de ça, mais en tout cas il y a une volonté de se fournir en électricité verte, de produire de l'électricité verte. Il y a de l'efficience énergétique, il y a aussi une sorte d'ingénierie un peu soutenable chez les gros providers où ils vont essayer de passer leur mise à jour ou de faire leurs calculs intensifs les jours où il y a le plus de vent. Par exemple, Google essaye de faire ça, hein, ils essayent de prévoir la météo
les plages ensoleillées, et puis ils schedulent leur mise à jour de data center les jours où il y a le plus d'électricité verte qui viennent l'alimenter. Donc il y a un peu d'ingénierie soutenable comme ça, si on peut l'utiliser comme ça. Et puis surtout, le cloud public par rapport au cloud privé, je vais dire le mot, ça risque aussi de faire bondir peut-être des gens, hein, mais c'est aussi un peu de l'économie du partage. Hein. Moi, j'éteins ma machine la nuit pour payer moins cher, de manière très égoïste, hein, mais ça veut aussi dire que quelqu'un peut l'allumer et l'utiliser à ma place, et ça sera le même matériel. Donc il y a aussi un partage des ressources et un meilleur taux d'utilisation qu'on peut utiliser dans le cloud public. Alors ça, c'est très bien, encore faut-il en tirer parti. Effectivement, FinOps, c'est faire des économies, c'est souvent la première étape, en tout cas c'est souvent le premier souhait des clients, hein, quand on leur parle FinOps, ils ont des dollars dans les yeux, ils se disent ok, chouette, je vais pouvoir réduire ma facture. Ensuite, sur le long terme, c'est un peu plus que ça va être tirer le plus de valeur possible de ce que je fais dans le cloud et avoir un peu un comportement vertueux, mais beaucoup d'optimisation financière, et pas toutes, hein, il y en a certaines qui sont un peu opposées, hein, mais beaucoup d'optimisation financière dans le cloud vont aider justement à utiliser ces bénéfices du cloud public et aussi à consommer moins. Donc effectivement, typiquement l'usage, l'optimisation typique, hein, c'est d'arrêter ces serveurs qu'on n'en a pas besoin la nuit ou le week-end. C'est tout de suite 60% d'économie sur la facture, et c'est aussi ça de moins en termes d'empreinte, parce que le serveur pourra être réutilisé, ou en tout cas c'est toujours ça d'usage en moins. Ouais. Mais il y a plein d'autres pièges à contrario, hein. Ça c'est la partie facile, mais en utilisant le cloud public, faut aussi se prémunir d'une surqualité certaine, hein, parce que les cloud fournisseurs vous fournissent du stockage, des VM, des engagements de disponibilité qui sont hyper importants. Quand on va parler de S3 sur Google, sur Amazon, ou GCS sur Google, on va parler de taux de disponibilité à 4, 5, 6, 9, donc beaucoup de disponibilité. Tout ça, ça a un coût, et on va avoir tendance à s'en servir alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc il faut toujours un peu garder cette rigueur, de pas verser dans la surqualité, de faire le ménage régulièrement, de pas garder 15 versions identiques du même fichier, parce que ça ne sert à rien, et que ça coûte à la fois des sous et à la fois des ressources auprès du fournisseur. Donc voilà, il y a tout un tas de points d'attention à avoir si on veut vraiment utiliser le cloud public comme un vrai levier pour réduire son empreinte. Mais par contre, les avantages, ils sont présents d'ores et déjà. Maintenant, il faut savoir s'en servir le plus possible. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que le cloud, c'est un peu l'ubérisation du data center. C'est qu'en fait, du coup, tu utilises que ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Ça, c'est l'idéal. Alors du coup, pour revenir sur pour terminer plutôt sur les conseils pour réduire la facture, on part du principe qu'on a déjà mis en place les mécaniques qui permettent d'éteindre les machines, que ce soit la nuit ou à des moments dont on n'a pas besoin, et du coup d'avoir, on va dire, un parc de machines qui correspond à ton usage à un instant T, de manière très très pragmatique. C'est quoi les autres leviers sur lesquels on peut jouer pour Alors il y en a plein. Cette facture. Il y en a vraiment plein. Et pour les lister brièvement, on peut revenir. Alors on peut enfoncer une porte ouverte, puis reprendre l'équation niveau CE1 de la facture du cloud provider à la fin du mois, qui est de dire que ce que tu payes et ce que tu verses à ton fournisseur de cloud préféré, c'est les ressources que tu déploies, hein, c'est ton usage que tu en fais, auquel tu multiplies leurs tarifs. Et cette petite multiplication te donne le coût de ce que tu payes à la fin du mois. Et en repartant juste de ces deux membres, entre les ressources, ton usage et d'un côté, et de l'autre, les tarifs à laquelle tu les payes, tu vas avoir des leviers différents pour jouer soit sur l'un, soit sur l'autre. Alors par exemple, si on prend Power On, Power Off, tout ça, c'est des leviers qui concernent ton usage. Alors ça va pas être les seuls, mais ça va être des leviers qui concernent ton usage. T'en as d'autres aussi, hein, pour jouer sur tes usages. Donc t'as cette partie Power On, Power Off. Tu vas pouvoir aussi redimensionner tes machines à intervalles réguliers pour être sûr que tu surprovisionnes pas des ressources dont tu ne te sers pas. Si tu utilises seulement 5% de ton CPU, et ben t'as peut-être une machine trop grosse que tu payes trop cher, et dans ce cas-là, tu peux peut-être la réduire et l'ajuster de manière un peu plus fine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du right sizing en anglais. Donc c'est un gros levier également généralement qui apporte
pas mal de bénéfices si rien n'a jamais été fait auparavant, hein, donc ça c'est pas mal. Je précise aussi que ça peut aussi dans les deux sens. On peut trouver des ressources qui sont sous-dimensionnées et pour rendre le service de manière un peu plus efficient, il faut peut-être leur faire gagner en puissance. Donc ça peut aller dans les deux sens, mais c'est un travail du FinOps régulier que de voir les pistes d'optimisation autour du redimensionnement des machines. Après, on a parlé rapidement tout à l'heure d'élasticité. Ça, c'est clé aussi, hein. Il y a plein de fournisseurs de services cloud qui proposent des services managés autour de l'autoscaling. Donc, les gros américains t'en proposent. Donc, grosso modo, tu vas rajouter des machines derrière ton load balancer ou en enlever selon l'usage réel. Donc, ça, c'est hyper vertueux pour ta empreinte carbone et aussi pour ton empreinte financière. C'est coût double. Et ça peut vraiment faire sur des applications avec vraiment beaucoup de variance dans la charge, ça peut faire des gros deltas en termes de coûts à la fin du mois. Après, il y a tout ce qui est de ménage, hein. Voilà, on fait tous des erreurs, on oublie tous des choses. Voilà, tu fais un POC, tu têtes quelque chose, tu laisses un peu de stockage, des snapshots à droite à gauche, tu as oublié que tu avais activé certaines features. Mais après, tu passes à autre chose et puis ça continue tous les mois. C'est de l'argent donné à ton fournisseur. Moi, j'ai eu un client qui avait oublié qu'il avait activé le versionning dans son stockage objet. Il en avait pas besoin, donc il suffisait de supprimer toutes les versions précédentes des mêmes fichiers et ça lui a fait 90% d'économie tout de suite sur sa facture. Donc voilà, c'est sur ce genre de petits trucs qu'il faut voir et qu'il faut garder en tête et monitorer. Ça, c'est typiquement le problème des équipes FinOps plutôt proches du terrain, c'est-à-dire savoir si on peut arrêter des machines, s'il faut faire de l'élasticité, quelle classe de stockage utiliser. C'est souvent les squads, les service teams qui vont être les sachants de ce niveau-là et qui vont pouvoir peut-être identifier des axes d'optimisation. Donc ça, c'est sur la partie ressources. Et pour finir, côté tarifs, hein, c'est les tarifs à laquelle tu payes ces ressources. Tu as aussi plein de leviers disponibles. Tu as principalement des méthodes d'engagement. Alors ça, c'est quelque chose qui est disponible partout, hein, même OVH, Scaleway, Outscale propose ça. Donc là, tu quittes le monde merveilleux du on-demand, du paiement à l'usage, et puis tu vas troquer auprès de ton fournisseur un discount, une remise sur le prix d'une ressource, moyennant un engagement typiquement sur la durée. Donc tu vas lui dire, bah voilà, votre type de machine avec tant de CPU et tant de RAM, je sais que j'en ai besoin pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je vous la paye pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et en échange, vous me donnez quelques dizaines de pourcentages de remise. Donc ça, c'est un levier hyper fréquent dans les entreprises. C'est-à-dire si on regarde dans les usages et les factures sur les services de type machine virtuelle, on peut monter à 80% d'usages qui sont couverts par des engagements. Parce que des engagements sur ce qu'on appelle souvent des reserve instances, hein, sur des instances comme ça, où sur 3 ans, on peut attendre des taux de remise de 60%, voire un peu plus. Donc c'est loin d'être négligeable quand une grosse partie du parc et des applis tournent encore dans des machines virtuelles. Donc ça, c'est un gros levier d'optimisation sur les tarifs. Et à contrario, c'est un des leviers qui est un peu antinomique avec la gestion environnementale. Parce que là, le réflexe, hein, on est tous humains, mais une fois que tu as acheté ta machine pour 3 ans, t'es plus trop incité à l'arrêter la nuit parce que c'est plus du paiement à l'usage, donc quoi qu'il arrive, tu vas la payer. Donc ce levier d'optimisation, en particulier sur les reserve instances, voilà, faut voir, faut peser le pour et le contre, mais ça peut être antinomique avec la partie gestion financière. Faut pas non plus oublier les négociations contractuelles avec ton fournisseur. On a tendance à dire qu'on peut pas négocier grand-chose avec les hyperscalers parce qu'ils sont trop gros, trop figés, trop dominants sur le marché. Alors c'est complètement faux. Alors après, ça dépend de ce que tu as à leur offrir, parce que c'est toujours pareil. Il va falloir troquer des remises contre des engagements, soit c'est des engagements de durée, des engagements de consommation. Si c'est pour faire tourner un seul WordPress, effectivement, faut pas attendre grand-chose. Mais pour des grosses boîtes, c'est un vrai levier à activer qui peut être assez bénéfique de négocier avec eux sur 3, 4, voire plus sa consommation chez eux. Donc
ça, c'est tous les leviers disponibles. Ils sont pas forcément activés par les mêmes personnes au sein des entreprises. Mais en tout cas, faut jouer tout ça un peu de manière orchestrée, parce que certains leviers peuvent rentrer en collision avec d'autres. Donc, faut bien se synchroniser entre toutes les équipes pour mener à bien ces petites tâches d'optimisation financière. On entend parfois dire aussi que un moyen de faire des économies, de bien négocier, c'est de faire du multi-cloud, donc d'être un petit peu chez Amazon, un petit peu chez Google et autres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au final, ça fait juste augmenter la facture avec des frais d'entrée un peu partout? Alors, le multi-cloud, c'est pareil, on peut en parler 4 heures, parce que c'est vraiment quelque chose qui porte à débat. Il y a plein de visions différentes. Pour le FinOps, le multi-cloud peut être un gros avantage, mais j'ai envie de dire pas forcément dans le sens, en tout cas en utilisant les leviers dont vous pensez. Alors, si l'idée c'est de savoir mon appli, je vais la faire tourner chez un ou chez l'autre parce que ça va me coûter un peu moins cher à droite que à gauche. Je suis pas sûr que ce soit que le jeu en vaille la chandelle, parce que vous allez passer votre temps à faire des business cases et à devoir faire de l'ingénierie pour déployer une fois à droite, une fois à gauche, pour économiser à la fin pas grand-chose, parce que généralement les tarifs, bien que différents, sont quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Et malgré tout, on a beau dire qu'on fait l'infra code, qu'on va rester agnostique avec les fournisseurs, on se retrouve toujours à un moment un peu dépendant des services du fournisseur. On peut essayer de lancer une machine M4X large avec Terraform chez Google, ça va pas marcher. Donc il faut bien quelque part il y a un minimum d'adhérence toujours avec le cloud fournisseur. Là où ça peut être utile, et très utile, c'est lors des négociations contractuelles. Effectivement, de savoir que voilà, une entreprise a une consommation donnée dans le cloud public, quel que soit le fournisseur, donc il a une sorte de gros gâteau de ressources qu'il a déployé, un gros gâteau que les fournisseurs vont se partager. Et ben de savoir que ce gros gâteau, il va être partagé à plusieurs et que il n'est pas extensible à volonté et que si c'est pas l'un qui aura le gâteau, ce sera l'autre, ça peut beaucoup aider dans les négociations. Donc, faut jouer là-dessus, sur cette partie multi-cloud, le fait d'avoir plusieurs providers et ça, de se ménager quelque part une porte de sortie, même si on s'en sert jamais, c'est un peu comme l'arme nucléaire. Mais voilà, en termes de dissuasion, c'est pas mal et ça aide à faire passer certains messages lors des négos. Voilà, sur des remises ou des choses qu'on souhaite obtenir. Donc le multi-cloud est un très bon levier, en particulier pour négocier ces discounts avec les fournisseurs lors des négociations contractuelles. Peut-être un peu moins dans le run, dans le day-to-day, parce que malgré tout, les coûts par service sont à peu près similaires entre les fournisseurs. Okay. Et comment est-ce que le serverless, qui prend quand même de plus en plus d'importance, s'intègre dans tout ça? Est-ce qu'au final, ça permet de réduire drastiquement les coûts aussi? Parce que du coup, tu n'as plus cette notion d'instance à approvisionner, ou est-ce que ça revient grosso modo au même? Alors non, c'est un vrai changement en termes de comportement des coûts. Tout ce qui est cloud native, en fait, pour l'instant, même encore aujourd'hui, quand on parle FinOps et les leviers que j'ai exposés, par exemple, c'est très orienté, comme tu l'as vu, vers le IaaS, vers l'infra, vers les machines virtuelles, etc. Et quand on parle de machines, même si on dit qu'on paye que ce qu'on consomme chez le cloud provider, quand on fait du IaaS, c'est un peu faux, parce qu'en vérité, on paye ce qu'on provisionne, qu'on s'en serve ou pas. Et donc on a toujours cette dichotomie entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire d'ajuster au plus près les deux et d'éviter de gaspiller des ressources qu'on aura payées et dont on se sera pas servi. Quand on passe sur des architectures cloud native, typiquement serverless, on abandonne cette opposition entre le contenant et le contenu. On n'a plus à manager cette relation. On va passer vraiment sur un comportement à l'usage. Alors, si on veut forcer le trait, on peut dire s'il y a 0 utilisateur qui utilise mon appli serverless, ça me fera 0 coût. Alors c'est pas forcément vrai parce qu'il y a toujours des coûts de stockage ou un minimum un plancher sur lequel on pourra pas descendre, mais en termes de comportement, c'est là où on verra la meilleure adéquation entre l'usage réel et les coûts. Normalement, les deux devraient évoluer de concert et on devrait être hyper efficient en termes de coûts par rapport à l'usage. Par contre, c'est toujours cette histoire de compromis ou de troc qu'on retrouve dans FinOps. Là, je vais avoir une belle efficience des coûts. Par contre, en termes
prévision, ça va être très compliqué de prévoir ce que ça va me coûter sur la durée, parce que ça devient encore plus volatile que d'instancier X machines virtuelles dans le même cloud fournisseur. Donc c'est un modèle de coût différent qui est très vertueux, sur lequel il y a aussi des optimisations à faire, hein. Et là, c'est aussi le sujet d'optimisation financière une fois qu'on sort de l'infra, dans le serverless et même dans le développement, quand on fait vraiment du pure pass, quand on fait tourner notre code dans un cloud provider, on n'a plus d'infra, mais on a toujours des coûts, et les coûts, ils sont drivés par mon code que je vais mettre dans ma fonction serverless, par exemple. Et là, il y a tout un champ qui reste vraiment à défricher aujourd'hui, parce que on manque de bonnes pratiques et de références là-dessus, mais Amazon a sorti il y a pas longtemps une étude sur le meilleur langage à utiliser pour être à la fois économe et green, hein, et écolo, qui est le Rust. Et ça, c'est un des sujets dont on peut se parler, de savoir, voilà, c'est quoi le meilleur langage si je veux payer moins cher, c'est quoi les meilleures librairies de compression que je dois utiliser si je veux utiliser le moins de CPU, c'est quoi la bonne taille d'image, c'est quoi le bon format de compression. Enfin, il y a tout un tas de choses à se poser sur cette partie gestion financière qui sont beaucoup moins sèches, on va dire, que les pratiques et les leviers à disposition sur la partie IaaS. Et le serverless en fait partie. Par exemple, bien sizer, malgré tout, les ressources allouées à sa fonction, ça peut être compliqué de trouver le bon équilibre, parce que à la fin, c'est quand même toujours des ressources qui tournent. Il y a des projets, par exemple, qui tournent sur le net, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais qui permettent de faire des runs à blanc et finalement de par l'expérimentation, de trouver le bon ratio RAM-CPU pour ton lambda qui utilisera le moins qui te coûtera le moins en termes de coût. Donc ça te sort un graphe à l'arrivée et tu prends le point le plus bas et ce sera le dimensionnement de ta fonction. Donc il y a tout un tas de choses qui vont émerger autour de tout ça, parce que plus ça va et plus on va abandonner le IaaS vers des architectures un peu plus cloud native, et on aura des questions à se poser sur le comportement financier de ces modèles. Donc ce que tu dis, c'est que les FinOps en sont qu'au début et qu'il y a encore beaucoup de choses devant, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de choses devant. Il y a un peu il y a le terme FinDev qui commence à apparaître, justement par opposition à FinOps. Donc voilà, c'est quoi la gestion financière dans le développement? Et là, on est moins armé, hein. Il y a moins d'outils, moins de bonnes pratiques, moins de choses, mais il va falloir les poser sur le papier au bout d'un moment. Et il va falloir faire un épisode d'IFTTD consacré du coup au FinDev. Merci beaucoup Antoine pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors moi, je suis plutôt 2 espaces. Plutôt 2 espaces, très bien. Merci beaucoup Antoine pour tout ça. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Voilà, on est resté dans la technique, mais en parlant peut-être un peu plus financement, mais toujours avec une problématique green derrière. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie, et en tout cas cette sensibilité d'aller s'intéresser aussi à la facture cloud que vous pouvez avoir. Et si vous faites partie des rares à ne pas encore être dans le cloud, je pense que Antoine et moi, on ne peut que vous inciter à y aller. Je pense, la très grande majorité des use cases, c'est le cloud où il faut aller. Je sais pas ce que tu penses Antoine, mais aujourd'hui le cloud, oui, c'est the place to be. Ouais, faut que ce soit la norme et qu'on passe sur autre chose en cas de dérogation ou de gros besoins contraires, on va dire. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, donc merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.